Bonjour, alors comment ça va cette semaine? Bon, moi, parfait. Mon petit tour de France écolo m'a conduite dans le Bordelais, au milieu du vignoble des Côtes de Blaye. Alors je vais pas me plaindre, hein. Ici, on est sur la commune de Sivrac, de Blaye. Là-bas, c'est Saint-Savin. Ce sont deux communes viticoles. Et en 73, un projet d'installation de lignes à très haute tension provoque une vive émotion parmi les habitants et les viticulteurs. Comment? D'électricité dans l'air. Ah oui, bah oui, forcément. Électricité dans l'air, ligne à haute tension. Non mais, je t'ai pas branché là. Enfin bref, c'était en 73. Dans quelques années, ce petit bois aura disparu. À la place, l'EDF aura installé un important poste de transformation et des centaines de pylônes et de lignes à haute tension commenceront à traverser le Blayais au nord de Bordeaux. Et c'est à partir de cette toile d'araignée de l'an 2000, qui représente l'implantation de lignes haute tension sur des largeurs de 3 à 600 mètres, que nous avons mené notre enquête. La bataille pour l'environnement a donc commencé avant toute exécution du projet, mettant en cause la manière dont on a choisi le site de Saint-Savin. Plus qu'une contestation sur la nécessité de construire ce poste et d'installer d'importants couloirs de ligne, c'est surtout l'absence de consultation et le fait qu'aujourd'hui déjà EDF considère son choix comme irréversible qui alimente le ressentiment local. Je considère que lorsque 5, 10 lignes ou davantage vont se situer de manière parallèle dans cette région, ce pays aura subi un préjudice considérable. On aurait pu s'y prendre autrement et à tout le moins ménager les susceptibilités en recherchant différentes solutions. On peut installer des câbles jusqu'à des tensions de 225 kV et 380 kV, 380 000 volts sur des distances relativement courtes. En fait, pour des distances longues, enterrées. Pour des distances longues, il n'y a actuellement comme technique valable que la technique des lignes aériennes, en particulier pour des transports de plusieurs centaines de kilomètres, puisque, étant donné les puissances qui seront véhiculées là, ce sont des puissances qui seront véhiculées sur des centaines de kilomètres. Les nouvelles solutions, souligne d'ailleurs EDF, seront coûteuses, 10 fois plus qu'un réseau aérien. Mais n'y a-t-il déjà plus de recours possible à propos d'un projet sans début d'exécution ? Et non, il n'y a pas eu de recours ici dans les Côtes de Blaye, au nord de Bordeaux. Ces lignes dont il était question il y a 22 ans, nous les avons bel et bien trouvées. Et nous avons retrouvé M. Corbineau, l'ancien maire de Sivrac. Peut-être qu'on en a moins peur maintenant, mais on peut dire que la région a eu très peur. Le tracé ne nous paraissait pas rationnel, parce qu'il s'éloignait trop de la ligne droite qu'on nous avait présentée comme la panacée pour l'installation des lignes, si bien que nous avons compris que ce n'était pas la peine de vouloir mener un combat en face d'EDF. On était vraiment trop court et trop léger, et on a pensé qu'il valait mieux essayer de faire infléchir le tracé, ce qui a été fait d'une certaine manière. Alors aujourd'hui, qu'en est-il de ces lignes? Ici, il y a la première ligne qui a été construite en 81, juste après l'autoroute. Il y a une deuxième tranche qui a été faite en 1984-85 et qui mène donc l'électricité de la centrale de Braux au poste d'interconnexion de Cubnezé. Et la dernière ligne qui a été mise en service au cours de cette année, un peu plus petite, elle prend l'électricité à Cubnezé pour la ramener dans le Nord Gironde parce qu'il manque d'électricité. Donc ça fait des allers-retours. Bah oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Lorsque les lignes électriques à haute tension, ici c'est une ligne à 400 000 volts, lorsqu'elles passent dans le même sens que le rang de vigne, on arrive à toucher, à sentir l'électricité dans ces fils. Ah oui. Voyez-vous ici, là, on sent, c'est très léger, mais
Oui, ça picote. Ça picote un petit peu quand même, hein. Et par temps de brouillard, pour les travaux d'hiver, je peux vous dire que c'est particulièrement désagréable. Alors qu'est-ce que vous faites alors? Alors ce qu'il faut faire, c'est ce que nous a préconisé l'EDF une fois, c'était de mettre les rangs de vignes dans le sens des lignes. Il faut changer les rangs de oui, voilà. C'est pratique. Oui, c'est très très commode, mais enfin bon. Et une autre solution qui est peut-être beaucoup plus sérieuse, c'est d'arriver à mettre les fils, de relier les fils à la terre, chacun des fils. Ouais. Et le bruit? Alors, le bruit, c'est surtout par temps de brouillard, où c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Mais bon, de toute façon, le bruit, ça peut être gênant que quand ça passe à côté d'une habitation, ce qui n'est pas le cas ici. Ça passe pas à côté des maisons. Ici, non, bien sûr, on est en pleine campagne, mais vous allez voir dans certains villages où les lignes passent à 3 mètres au-dessus de la maison. Enfin, je veux dire, à côté de la maison, c'est très proche, quoi. Un peu plus loin, visite chez Monsieur Bayot, horticulteur, qui lui cumule les désagréments. Bien, j'ai essentiellement 3 lignes, donc celle-ci qui est une 220 000 volts, j'ai une haute tension à 400 000 volts et j'ai une ligne à 90 000 volts. Ben alors dites-moi, vous n'êtes pas très gâté, hein? Ben, effectivement, ça fait beaucoup. Alors, en quoi ça peut vous gêner? Nous avons essentiellement deux problèmes importants. Nous avons du personnel qui travaille régulièrement sur ce terrain. Et nous avons également des canalisations d'eau sous pression. Et lorsqu'il pourrait y intervenir une rupture accidentelle, ça fait un geyser qui peut atteindre la ligne. Et donc ça pourrait électrocuter? Ça pourrait électrocuter une personne. Nous avons également, pour faire de l'irrigation, des cannes en aluminium qui font 9 mètres de long. Et lorsque une personne est amenée à manipuler ces cannes, il se peut que, comme l'aluminium est léger, il se peut qu'en faisant un mouvement jusqu'à la verticale, il puisse y avoir, on peut toucher la ligne et il peut au moins avoir amorçage. Tout ça vous déplaît, vous avez rouspété donc? Oui, c'est-à-dire qu'au départ de l'implantation, même bien avant, au cours de l'étude, nous avions demandé à ce qu'il puisse y avoir une nouvelle étude du tracé, au moins dans ma propriété, de façon à ce qu'on puisse éviter ce genre de choses. Et alors? Et ça n'a rien donné puisque les services de l'EDF n'ont pas voulu changer une virgule à ce qu'ils avaient prévu. Vous avez protesté contre le passage de ces lignes-là? Oui, mais en pure perte. Ouais. Mais est-ce qu'ils vous ont au moins dédommagé? Alors, ils ont préféré dédommager plutôt que de changer leurs études. L'indemnisation, en voilà une belle invention. Un peu d'argent aux propriétaires du terrain pour le pylône et le surplomb des lignes, une taxe professionnelle pour la mairie, 10 000 francs par pylône, et voilà, le tour est joué. Le dédommagement, c'est pratique et très économique. Vous n'avez pas demandé à ce qu'elles soient enterrées, ces lignes? Si, c'est une démarche que j'ai faite souvent. On m'a répondu chaque fois la même chose, c'est que ce n'était pas rentable et on a estimé qu'il valait mieux payer quelques indemnités aux gens et aux communes plutôt qu'intervenir dans une modification de la technique de distribution du courant. Aujourd'hui, la situation a-t-elle évolué? Que nenni! Enterrer une ligne à haute tension 90 000 volts coûte encore 5 fois plus cher que son installation aérienne. 20 fois plus cher pour une ligne à 400 000 volts. En 20 ans, la technique d'enfouissement n'a donc fait aucun progrès. Cependant, devant la pression de l'opinion publique, à propos notamment des effets sur la santé, les cerveaux d'EDF se sont enfin décidés à étudier la question. 200 millions de francs seront consacrés à la recherche pour la mise en souterrain. En attendant, EDF promet d'enfouir le plus possible de lignes moyenne tension afin de nous dégager l'horizon de cette embrouillamini électrique. Il faut être honnête et dire qu'on a eu quelques satisfactions de principe et que le seul fait qu'on fasse passer les lignes dans un couloir commun, qui serait un peu le couloir maudit bien sûr, c'était quand même un progrès par rapport à EDF venant en disant les pylônes sont là, c'est le fait du prince. À propos des effets que peuvent avoir les lignes à très haute tension sur la santé, que dit la science?
Certains scientifiques affirment qu'il existe un risque réel. Pour le professeur Lerus, par exemple, c'est un expert en champs électromagnétiques, il y a là un véritable problème de santé publique. Il s'appuie sur des études suédoises et américaines qui établissent le lien entre les rayonnements électromagnétiques et un risque accru de développer un cancer du cerveau ou une leucémie. C'est grave. D'autres scientifiques sont plus modérés et disent que pour l'instant on ne peut pas se prononcer. Donc finalement, personne ne nie. La logique voudrait donc que, dans le doute, on s'abstienne de construire des lignes à très haute tension tout près des habitations, comme c'est le cas à Koutiche dans le nord, où les riverains se battent actuellement pour déplacer la ligne. 20 à 30 000 personnes sont concernées en France par ce problème. Hélas, aucune réglementation n'empêche un maire de délivrer un permis de construire sous une ligne existante. Rien n'empêche non plus EDF d'installer une ligne 400 000 volts au-dessus de chez vous. Bien sûr, elle vous offrira un double vitrage pour cause de bruit, une nouvelle télé pour cause de brouillage et vous remboursera même la moins-value que prendra votre propriété si vous voulez vendre. Soyez donc vigilants. Il existe des associations pour vous aider et vous informer. Par exemple, SOS Environnement, dont voici l'adresse. De nouvelles lignes à très haute tension sont en projet. L'une vers l'Espagne qui doit passer par le Val du Louron dans les Hautes-Pyrénées. Le permis de construire a été annulé, mais EDF a fait appel de cette décision. L'autre concerne les Savoyards, il s'agit d'une ligne vers l'Italie qui devrait passer par la vallée de la Maurienne. Là, le permis de construire n'est pas encore délivré. Et enfin, il y a un projet, mais alors tout à fait en début d'étude, un projet de ligne qui devrait rejoindre la centrale de Cadarache et alimenter la Côte d'Azur. Mais alors là, le tracé n'est pas du tout décidé. En tout cas, le chapitre n'est pas clos, on en reparlera même cet été. Bon, on y va? À Montcoutan, c'est dans les Deux-Sèvres. En 72, à Montcoutan devait s'installer une boyauderie, c'est-à-dire une usine qui récupère les boyaux des animaux et les nettoie, enlève les excréments, tout ça, pour en faire ce que tout le monde connaît, de la peau de saucisson. C'est très utile comme industrie, mais les gens du coin avaient peur d'être comment dirais-je, embêtés. On craint une pollution nouvelle. La pollution existant déjà depuis plusieurs années, on n'a pas besoin d'une autre usine pour polluer davantage. Et on ne peut pas admettre qu'on construise une usine encore polluante au plus haut degré avant qu'on ait fait quelque chose pour ce qui existe, quoi. C'est ça. C'est ça qui nous révolte absolument, quoi. Aux réactions d'une partie de la population s'est ajoutée une violente campagne de presse soutenue par les 2 journaux régionaux. J'ai mis mon mandat dans la balance parce que dans la circonstance, je prétends et j'affirme que ce n'est pas une toute petite fraction minuscule qui doit avoir le dernier mot, c'est la municipalité. Et je prétends que si la municipalité échoue, je ne demanderai pas à mes collègues de me suivre dans ma démission. Mais par la force des choses, ils seront obligés de le faire. Parce qu'il y a aussi la majorité silencieuse, qui elle est pour l'expansion, et qui elle n'est pas d'accord. On n'est peut-être pas la majorité à crier, mais il y a quand même une majorité qui est de notre côté, mais qui n'ose pas. Voilà. Nous, on est libre, on est agriculteurs, notre patron ne nous mettra pas à la porte. Hein. Alors on peut dire ce qu'on a envie de dire. Parce que beaucoup sont commerçants. Vous comprenez hein? Les gens ne sont pas libres. Parce que nous, on n'a rien qui nous empêche de dire ce qu'on a envie de dire. Notre but, c'est l'expansion. Ce n'est pas tellement facile à réussir dans nos pays ruraux. Nous considérons que c'est une entreprise très valable, très dynamique. On n'est pas contre les industries, mais on est contre les industries polluantes. La formule de notre ville, c'est une petite ville à la campagne, voyez-vous. Bon, est-ce que vous ne croyez pas que faire venir une boyauderie, avec les fumées qui vont s'en dégager, qui sont parfaitement nauséabondes... Il n'y aura pas de fumée. Il veut s'installer à Montcoutan, mais vous pensez que les gens de Montcoutan ne sont pas sous, ils sont pas fous. Ils ont bien vu ce qui s'est passé à Bressuire. Alors vous pensez que... Et non, ils n'étaient pas fous les Montcoutandais. Une fois la boyauderie jamais installée, elle a effectivement dégagé pendant des années des odeurs nauséabondes. Ici, nous sommes dans l'atelier principal qui a été créé lors de l'arrivée de Jamin à Montcoutan dans les années 73. Bâtiment qui abritait à l'époque l'activité unique au démarrage de Jamin, qui était de la boyauderie. Puis un beau jour, la direction change.
La boyauderie Jamin est rebaptisée France Gras. L'usine ne traite plus les boyaux mais fabrique du suif. Il n'empêche, la pollution est restée encore quelque temps, jusqu'à l'intervention de cet homme, Jacques de Puybaudet. Originaire de Montcoutan, il y retourne pour une retraite au bon air. C'était compté sans l'usine et ses pestilences. Ici, les vents dominants sont les vents d'ouest et du sud. Ces industries sont placées par rapport à Montcoutan à l'ouest, sud-ouest. Et ça sentait vraiment la charogne un jour sur deux, à peu près. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ce que j'ai fait, moi j'ai pas fait grand-chose, j'ai vu le maire en lui disant, écoutez, c'est insupportable. J'ai d'abord adhéré à une association de défense de l'environnement. Lettres, démarches, rencontres avec le maire, l'air de rien, monsieur de Puybaudet réussit en 3 ans ce que d'autres n'avaient pas pu imposer en 2 décennies. Le maire est intervenu auprès de ces industries concernées, qui lui ont promis de s'équiper de filtres, ma foi assez onéreux, et de se raccorder au tout à l'égout. Ce qu'ils ont dû faire parce que les odeurs ont cessé et actuellement on peut dire que, mon Dieu, c'est tout à fait exceptionnel que, pourvu que ça dure. Hein. Voici les grandes orgues de la dépollution. Un évaporateur condensateur qui envoie une eau purifiée à 95% vers la station d'épuration municipale. Et pour la fumée, on a installé des filtres. La dépollution est un élément du prix de revient, au même titre que toute autre dépense, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 15 ou 20 ans, mais aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs et c'est une obligation dont le coût est de plus en plus dur, de plus en plus important. La réglementation est également de plus en plus contraignante, mais chaque industrie est soumise à ce genre de contraintes et ça fait partie aujourd'hui des préoccupations de tout chef d'entreprise. Ouf, on respire mieux aujourd'hui à Montcoutan et la Sèvre nantaise a retrouvé une certaine limpidité. Les agriculteurs, fervents opposants de l'époque, sont satisfaits. Alors monsieur Guiberto, elle ne vous gêne plus maintenant l'usine de boyaux? Pour l'instant, on peut dire que non, elle ne gêne plus. Enfin, il a fallu quand même rester vigilant puisque il y a eu quand même de la pollution depuis qu'elle est implantée. Cette affaire de boyauderie a certainement été un déclencheur, c'est sûr. C'est sûr parce que très vite, par la pression qu'il y a eu de la population, il faut se souvenir, eh bien, les municipalités qui ont suivi ont pris conscience de cela et ont dit il faut absolument, ça a été les constructions de stations d'épuration, donc les constructions de réseaux d'assainissement. Ça peut être permis à Montcoutan d'être équipé plus rapidement que d'autres villes. Mais je dis pour vous que ça dure. Hein. Bon, enfin, pour l'instant, des odeurs, vous voyez, hein, vous sentez la nature. Hein. Ah ça oui, hein, pour vous que ça dure. Il y a précisément, tout près d'ici, un endroit qui risque de ne pas durer. Un endroit magique, quasiment mythique. Allez, on y va. Allez, vite, vite, vite. Quoi, les cartes postales? Mais on les trouvera sur place, les cartes postales. Oh. Cher papa, chère maman, je suis à Venise, pas celle des Italiens. La Venise verte, c'est-à-dire le Marais Poitevin. Ici, c'est le royaume de l'eau, des prairies et des oiseaux. Un paysage unique, faut voir ça. Venez vite avant que ça disparaisse. Car depuis 30 ans, de l'eau et des prairies humides, et il y en a de moins en moins. Le marais est asséché par l'agriculture intensive et l'urbanisation. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve. Le Marais Poitevin, c'est une zone artificielle. Ouais. Il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est pas une zone naturelle, comme on a toujours dit. Alors cette zone artificielle, c'est l'homme qui l'a aménagée. C'est l'homme qui l'a dessiné, ce Marais Poitevin. Alors, s'il n'est pas entretenu et travaillé par l'homme, la nature reprend le dessus et c'est plus le marais, c'est une zone, c'est la brousse, c'est la friche. La question est de savoir comment l'homme doit travailler ce milieu.
Un marais, c'est humide, mais depuis des siècles, les maraîchers avaient réussi à concilier la surabondance de l'eau et l'activité humaine. Par un système complexe de digues, de canaux, de vannes et par une agriculture appropriée, l'élevage extensif sur des prairies humides. Puis est arrivée l'agriculture moderne et surtout la politique agricole commune, plus favorable aux cultures de céréales qu'à l'élevage. En 1973, il y avait 65 000 hectares de prairies naturelles. Il n'en reste aujourd'hui que 15 000 hectares. La mise en culture oblige à évacuer l'eau au printemps pour rentrer avec les tracteurs. Mais évacuer l'eau au printemps, ça veut dire que la réserve d'eau qu'on pourrait avoir pour garder de l'eau dans les fossés se trouve évacuée à cette période. D'accord. Donc, on arrive en été à des niveaux des plus bas qui sont accentués par des pompages qui se font sur le bassin versant, c'est-à-dire que il y a toujours de l'eau qui coule, qui arrive par les rivières, qui arrive par les sources, et quand on pompe les nappes phréatiques, eh bien ces nappes phréatiques qui alimentent les rivières et les sources n'alimentent plus. Et on en est à un point où, tiens, si tu veux me tenir ça, on arrive à un point, je vais faire un geste qui va vous expliquer. Vous avez les nappes phréatiques qui sont à ce niveau-là. Ici, vous avez le niveau du marais Poitevin, donc l'eau alimente les sources ou descend par les rivières. Si on pompe, vous avez la nappe phréatique qui baisse, qui baisse, qui baisse, et qui arrive en dessous du niveau du marais Poitevin. Non seulement l'eau n'arrive plus au marais Poitevin, mais l'eau du marais Poitevin se vide dans les nappes. Et nous avons dans le marais Poitevin des rivières qui coulent à l'envers. Au pays où les rivières coulent à l'envers, tout part à volo et les soucis surgissent en cascade. Ça pose deux sortes de problèmes. Bon, il y a le manque d'eau, l'été, à un moment qu'on n'a plus besoin. Il y a la qualité de l'eau aujourd'hui qui est mauvaise. Et puis quand il n'y a pas suffisamment d'eau, l'herbe ne pousse pas beaucoup. On n'a plus d'eau l'été pour nos bêtes, on est obligé de leur porter à manger parce que quand il n'y a pas d'eau, l'herbe ne pousse plus, il faut leur porter à manger, il faut leur porter à boire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce sud Vendée, donc cette Venise verte qui est là, eh bien c'est un pôle touristique important au niveau des touristes. Et il y a beaucoup de bateaux qui circulent, il y a à peu près 30 embarcadères. Et il faut bien comprendre que cette cuvette qui collecte toutes les eaux se rétrécit tous les ans et devient de plus en plus petite. Et s'il n'y a pas d'eau l'été, les bateaux ne circulent plus. Et si les bateaux ne circulent plus, eh bien c'est la mort du tourisme dans ce secteur-là. Parce que les gens, ils viennent voir quoi? Ils viennent voir des prairies, des trucs verts, ils viennent pas voir des cultures de maïs. Hein. C'est ça le problème. Ces prairies bordées d'eau et de frênes têtards sont en effet très fréquentées et par des touristes de tout poil, plumes et écailles. Ici s'arrêtent les oiseaux migrateurs, ici habite la loutre d'Europe et l'anguille. Oui, mais... L'eau n'arrivant plus du bassin versant en été, parce qu'on a évacué toute la réserve, parce qu'on pompe, parce que tout ça, on n'a plus d'eau dans le marais. Donc, il arrive une chose, c'est qu'en septembre, le courant d'eau ne se fait plus. Alors, c'est important d'avoir un courant d'eau, parce que déjà les niveaux, on les a plus, mais en plus, on n'a pas de courant. Pourquoi le courant d'eau? Parce que tout ce courant permettait à toute la faune aquatique migratrice de monter, parce que ces poissons ont besoin du courant pour se diriger. Donc s'il n'y a plus de courant, les anguilles, les aloses, les truites de mer ne peuvent plus remonter le courant. Une zone humide, c'est un patrimoine biologique d'une grande richesse qu'il faut préserver. Mais c'est en outre un régulateur naturel du régime des eaux. C'est une éponge qui retient l'eau l'hiver pour la restituer l'été. Mais ici, à force de remembrement et de drainage au profit de la culture céréalière, on a réduit la surface d'épandage des crues. Si bien que les inondations qui s'y produisent quand même sont chaque année plus violentes. Des crues dont les premières victimes sont d'ailleurs les céréaliculteurs. Alors que faire? Deux options. Écoutez d'abord celle des céréaliculteurs. Le marais, c'est vraiment une zone artificielle. Ouais. Tout passe par l'hydraulique. Ouais. Et bon, c'est sûr, il y a des excès d'eau, il y a du manque, mais le pire de tout, c'est vraiment l'excès d'eau. Et ça, on ne veut pas tellement en parler, mais c'est ce qui fera l'avenir du marais Poitevin, c'est la gestion de l'hydraulique, c'est tout. Effectivement, les pouvoirs politiques, aujourd'hui, ont cette ferme volonté d'alimenter en eau le marais, qui effectivement est une zone de transit de l'eau entre l'amont et la mer. Le bassin versant et la mer. Et effectivement, aujourd'hui, on était en réunion effectivement ce matin où, dans les Deux-Sèvres, un barrage va être créé, va être réalisé pour envoyer 5 millions de mètres cubes sur le marais Poitevin. Effectivement, vous venez d'entendre l'option fuite en avant qui consiste à réparer l'erreur du drainage par des barrages. Les protecteurs de la nature ne sont pas d'accord. Il faudrait au moins conserver, dans un premier temps, ce qui existe,
hein, et puis pouvoir l'agrandir, le remettre en valeur, quoi. Pour ça, Et vous croyez que c'est possible? Ah oui, ça c'est pas difficile. On donne bien 2700 francs pour détruire, hein, avec des aides pour le drainage. Si on donne pour le conserver, il n'y a pas de problème. Ça, je vous le garantis. Ça. Et vos élus, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils font rien. La France s'est engagée en 1979 à préserver les zones humides. Cet engagement ne s'est pas encore traduit dans les faits, au contraire. Le nouveau gouvernement aura-t-il le cran de sauver ce qui est possible du marais poitevin? Bon, je vous laisse, car je dois poursuivre ma route, mon petit tour de France. À la semaine prochaine. Gros bisous. Béatrice. Love is all you need.